Salut à tous les amis, c'est Raken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une affaire criminelle, une affaire de disparition qui inclut également un décès. J'espère que c'est une affaire qui vous intéressera, moi elle m'a beaucoup intéressé, c'est un fait divers à l'américaine. Désolé pour peut-être la transpiration, la petite coupe assez aléatoire, ce genre de choses, mais là je suis actuellement en train de décéder. En plus avec les lumières et tout, je fonds, clairement. Normalement j'ai une petite clim, mais je l'enlève pour les vidéos parce que sinon ça fait un petit bruit de fond assez désagréable. Comptez sur moi pour vous rafraîchir en cette période où il fait assez chaud en vous donnant des petites sueurs froides, en tout cas j'espère. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans cette affaire criminelle terrifiante. La victime de cette affaire est Laura Ackerson. Elle avait 27 ans quand elle a disparu et elle avait deux enfants, deux petits garçons, âgés de 2 et 3 ans au moment des faits. Le père de ces enfants était un homme du nom de Grant Hay. Il était musicien et de par son métier, il était amené à faire beaucoup de voyages, ce qui a emmené à la fin de sa relation avec Laura. Plus tard, Grant a rencontré une femme, Amanda Smith, et Laura, Grant et Amanda se sont mis d'accord sur le fait d'avoir une garde alternée des enfants. Laura travaillait avec une collègue à elle, avec qui elle s'entendait bien, Chevonne Matthews. Elle travaillait sur la commercialisation de nouveaux restaurants, donc Laura était plutôt heureuse vis-à-vis de son futur. Elle se disait clairement qu'elle allait avoir une belle vie pour elle et pour ses enfants. Elle aurait pu avoir la belle vie, sauf que le 13 juillet 2011, Laura disparaît. Elle avait un rendez-vous qu'elle n'a pas honoré. Son amie Chevonne a essayé de la contacter, mais Laura n'a jamais répondu. C'était très bizarre, parce que Laura et Chevonne étaient en contact quasiment tous les jours. Donc si jamais Laura avait été malade, elle l'aurait prévenu. Si elle avait eu un problème, je sais pas, qui aurait fait qu'elle soit en retard, elle l'aurait prévenu aussi. Donc là, immédiatement, Chevonne se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Les jours qui suivent, Chevonne essaie toujours de contacter son amie, encore une fois sans succès. De plus en plus inquiète, Chevonne se rend à l'appartement de Laura. Elle se rend compte que sa voiture n'est pas là, que Laura n'est pas chez elle non plus. Donc le 18 juillet, Laura est officiellement déclarée disparue par la police. Donc maintenant, une enquête est ouverte. La police se rend à l'appartement de Laura. L'appartement était très propre, bien entretenu, il n'y avait pas de signe de cambriolage. Et la police se rend compte en fouillant l'appartement que ses enfants, c'est sa vie. Donc la possibilité qu'on aurait pu envisager que Laura soit partie vivre sa vie ailleurs est écartée. Ce qui amène la police à penser ça, c'est en fait qu'il y a plein de jouets dans l'appartement de Laura. On voit clairement qu'elle adore ses enfants, qu'elle les aime vraiment plus que tout, qu'elle veut leur faire plaisir, les rendre heureux. Donc c'est sûr qu'en pensant ça, on se dit pas « ouais, elle est partie faire sa vie à Punta Cana et mes enfants en fait je voulais pas et basta quoi ». Laura était quelqu'un qui prenait en faisant le ménage, en arrosant ses plantes, et justement elle avait pas mal de plantes qui étaient en train de mourir parce qu'elles n'avaient pas été arrosées. Quelque chose qui était inhabituel quand on connaissait Laura. Donc là la conclusion vis-à-vis de tout ça, c'est que Laura n'est plus là depuis quelques jours, ça fait pas une heure qu'elle est absente. La police continue de fouiller un petit peu les lieux, l'appartement et les alentours, et il voit une chose qui pourrait les aider. Il voit que pas loin de l'appartement de Laura, il y a une caméra de surveillance. La police a checké ces fameuses caméras, et on y voit bien Laura, le 13 juillet, qui quitte son appartement pour se rendre au fameux rendez-vous où elle n'est jamais allée. Il est à peu près 8 h, donc on arrive à estimer à peu près vers quel moment Laura a pu disparaître. Le 13 juillet, à partir de 8 h, on ne sait pas ce qu'il est advenu de Laura. L'enquête continue. Chevonne, qui peut donner pas mal d'informations car elle connaît bien Laura, a dit à la police que généralement, tous les vendredis à 17 h, Laura et son ex-copain, Grant, se rencontrent. Ils se rencontrent pour faire leur échange de garde d'enfants. Donc, la police se dit tiens, allons parler à ce fameux Grant, et du coup, on lui demande s'il a vu Laura. Il va dire qu'il devait la rencontrer le 15 juillet dans une station-service pour faire l'échange des enfants, mais qu'elle n'est jamais venue. Encore une piste, donc la police se rend à la station-service, qui a des caméras de surveillance, les enregistrements sont analysés, et effectivement, on voit bien Grant avec les enfants qui rentrent dans la station-service, qui achètent des cigarettes. Ils attendent un petit peu à l'extérieur, et Laura, comme Grant l'a dit à la police, ne se présente pas. Donc là on avance, mais pas vers quelque chose de concret. On a des informations qu'on arrive à vérifier, mais rien qui mènerait vers la découverte de ce qui est advenu de Laura. Donc le 19 juillet, dans les médias, on parle de cette disparition, la disparition de Laura Ackerson, et on demande aux gens, si jamais il y a des témoins, de contacter la police pour donner des informations. En voyant cette diffusion dans les médias, une des amies de Laura, du nom de Oksana, contacte la police. Elle contacte la police parce que elle a peut-être des informations. Elle a un message vocal
de Laura en date du 13 juillet. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que l'heure du message vocal, c'est 16h19. Donc là, c'est intéressant, parce que de base, la dernière fois qu'on entend parler de Laura, c'est le 13 à 8h. Et là, on sait qu'en tout cas à 16h, elle semblait être là. Dans le message vocal, Laura dit qu'elle se rend à l'appartement de Grant et Amanda, ceux qui avaient la garde de ses enfants. Elle y allait pour rendre visite à ses enfants, leur faire un petit coucou, pas récupérer la garde, mais juste aller leur faire un petit bisou. Et du coup, elle proposait à Oksana dans son message vocal d'aller prendre un petit verre après à 19h. Oksana s'est présentée à 19h, mais Laura, elle, n'était pas là. Alors que la police était en plein interrogatoire avec Oksana, qui a raconté son histoire, la police a reçu un appel qui disait que la voiture de Laura avait été retrouvée dans un complexe d'appartements. Mais là où on va commencer à tendre vers des choses concrètes, c'est que ce complexe d'appartements se trouve à 400 mètres de là où vit Grant et Amanda. La voiture est fouillée, pas d'indice à l'intérieur, rien du tout. Pas de traces de vêtements, pas de sang, pas de traces de lutte, rien. C'est comme si la voiture avait été garée là normalement et que personne n'y était retourné après. En tout cas, ce qu'on sait maintenant, c'est que Laura a disparu entre 16h19, là où le message vocal a été enregistré, et 19h, là où elle devait rencontrer son amie Oksana. Et chose supplémentaire, on sait que Laura est allée donc rendre visite à Grant et Amanda. Peut-être que, justement, Grant qui a parlé à la police a menti. Peut-être qu'il a dit qu'il n'avait pas vu Laura. Peut-être que si. Et peut-être qu'ils sont impliqués justement dans sa disparition. Ou peut-être que pas du tout. Et ça veut dire que Laura a été enlevée, ou elle a disparu en tout cas, entre le moment où elle a fait le message vocal et le moment où elle se rendait chez Grant et Amanda. Mais en tout cas, il y a un point commun dans toutes ces théories, c'est Grant et Amanda. Donc la police va décider de se tourner un peu plus dans cette direction-là et voir si peut-être ils n'ont pas une implication qu'ils ont omis de signaler. Voulant faire les choses bien, la police décide quand même de reparler un peu à Siobhan. Et Siobhan va dire que ce fameux truc-là d'échange de garde à la garde alternée, c'était un peu bizarre. Dans le sens où il y avait des abus d'un côté, quoi. De temps en temps, Grant, il ramenait pas les enfants quand il devait la ramener. Enfin, il respectait pas forcément la chose. Une autre amie du nom de Heidi a été interrogée, une amie de Laura, et elle ajoute également des mots pas très doux à l'égard de Grant. On va dire son image publique était plutôt bonne, il avait l'air sympathique et tout, mais qu'en fait dans le privé, c'était quelqu'un d'assez narcissique et qui contrôlait absolument tout. Elle ajoute également que la date de l'audience devant le tribunal pour décider de comment se ferait la garde des enfants approchait. C'est là qu'on peut se dire, est-ce que Grant n'a pas fait quelque chose vis-à-vis de Laura pour avoir la garde des enfants pour toujours? La police décide donc ensuite de recontacter Grant, il l'appelle et il lui demande s'ils peuvent lui parler. Grant dit non. Il dit non parce qu'il n'était pas dans la ville. Ok, ça peut se comprendre. Mais du coup la police en profite, ils arrivent à obtenir un mandat de perquisition pour l'appartement de Grant et Amanda. Le 20 juillet 2011, ils se rendent chez lui, et immédiatement, dès que la police met leurs pieds dans l'appartement, ils sentent une odeur de javel. Ils sont rentrés, et dans la pièce principale, au milieu, il y avait une énorme tache de javel, comme si quelqu'un avait voulu nettoyer quelque chose. Ça se voyait beaucoup, parce que la moquette était sombre et ça faisait une tache très claire. La police a continué la perquisition, dans la salle de bain il y avait également une très forte odeur de javel, et ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de rideau de douche, ce qui était assez bizarre, et que la baignoire était tellement propre qu'elle brillait limite. Vraiment, elle avait été nettoyée à fond. C'est bizarre, comme on dit déjà. La police a également trouvé une note, manuscrite, étrange, qui indiquait que Laura était prête à céder la garde de ses enfants à Grant en échange de 25 000 $. La note était datée du 13 juillet, et Laura semblait avoir signé cette note. C'est quelque chose de très bizarre quand on sait ce que Laura pensait de ses enfants, qu'elle les aimait plus que tout. La police a également trouvé un truc qui les a terrifiés. Ils ont trouvé un manuel pour une scie. Une scie qui était normalement utilisée pour les travaux. Désolé, j'ai la voix qui part un peu en cacahuète. Et cette scie avait été vendue dans un magasin qui se trouvait à quelques kilomètres de chez Grant et Amanda. C'est bien Grant qui avait acheté la scie le 14 juillet, vers 2h30 du matin. C'est-à-dire que, imaginons qu'il ait fait du mal à Laura le 13, quand elle est venue chez lui. Eh bien, la nuit qui a suivi, Grant est allé acheter une scie. Je pense que sa culpabilité commence à être de plus en plus démontrée. On a vu sur des caméras de surveillance du fameux magasin où la scie a été achetée que 2 jours plus tard, Grant est revenu pour acheter des sacs de glace et une glacière. Et du coup, avec toutes ces suspicions, forcément, la police décide de mettre sous surveillance Grant et Amanda. La surveillance montre que Grant et Amanda ont prévu de partir quelque temps. Ils ont prévu de partir au Texas, ils y vont d'ailleurs, chez la sœur d'Amanda qui s'appelle Karen. Ils sont partis avec la fameuse glacière qui a été achetée. Et du coup, la police décide d'aller voir
la fameuse sœur en question pour lui poser des petites questions. Et avant que Karen dise ce qu'elle sait, elle a dit est-ce que je peux faire une prière? Bon, elle a fait sa prière et ensuite elle a dit ce qu'elle avait à dire. Apparemment, Grant et Amanda ont voulu lui emprunter un petit bateau de pêche pour aller pêcher sur une rivière non loin de chez elle au Texas, et ils ont posé des questions bizarres, comme par exemple est-ce qu'il y a des alligators là où on va qui pourraient manger des corps humains? Donc clairement, t'as compris qu'ils voulaient faire disparaître des preuves. Et du coup, le 24 juillet 2011, la police s'est rendue sur la fameuse rivière en question où ils se sont rendus, ils ont fait des fouilles, et des restes humains ont été trouvés. Il y avait un torse coupé en deux, un crâne qui semblait plus décomposé que les autres parties du corps. On avait sûrement versé quelque chose dessus pour le décomposer. En tout cas, on a trouvé pas mal de choses. Un médecin légiste a réussi à identifier à qui appartenaient ces restes. Malheureusement, on sait à qui ils appartenaient, à Laura Ackerson. Au moment des découvertes, Grant et Amanda, eux, ils étaient déjà retournés chez eux. Le 25 juillet, une équipe du SWAT se rend à leur domicile. Ils sont arrêtés. Et donc voilà ce qui a pu se passer au moment de la disparition de Laura. Laura s'est rendue à l'appartement de Grant et d'Amanda le 13 juillet. Grant a dû lui parler de son offre pour obtenir la garde complète des enfants. Laura a refusé, ce qui a ensuite entraîné une dispute physique, qui a mené à la mort de Laura. Grant et Amanda ont dû se dire que faire disparaître son corps serait un moyen de résoudre leurs problèmes, sauf que ce n'était clairement pas le cas. Et donc le 16 septembre 2013, Grant a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Amanda, elle plaide sur le fait que Grant lui faisait peur et qu'en fait il l'avait forcé à participer à toute cette œuvre macabre. Sauf que des preuves ont été trouvées n'allant pas dans son sens, c'est qu'on la voit elle-même sur des enregistrements de caméras de surveillance cacher des preuves d'elle-même, pas du tout sous la contrainte. Par exemple, de l'acide avait été acheté, on la voit chez sa sœur qui verse de l'acide dans les buissons comme ça discrètement quoi. Alors que Grant n'était pas là du tout à ce moment-là. Donc elle, plus tard, le 18 février 2014, elle est reconnue coupable de meurtre au deuxième degré. Elle est condamnée à 13 ans de prison, mais on va lui rajouter un peu plus d'années. En 2018, donc il n'y a pas super longtemps, parce qu'un tribunal au Texas la condamne pour avoir altéré un cadavre, c'est-à-dire en ayant voulu verser de l'acide dessus pour le décomposer et tout. Donc là, ils disent, ma sœur, t'avais pris 13 ans, tu prends 20 ans de plus. C'est là que cette affaire criminelle se termine. C'était une affaire assez folle, très triste de voir qu'une mère aimante décède uniquement parce qu'un homme voulait priver ses enfants de leur mère. Peut-être que il savait d'un côté que à l'audience du tribunal là pour déterminer qui aurait la garde, peut-être qu'il savait pertinemment que lui n'aurait plus du tout la garde et qu'en fait Laura lui faisait une fleur en le laissant un peu avoir ses enfants, mais qu'après l'audience, en fait il n'aurait pas pu les avoir du tout. Je sais pas trop, peut-être que c'était quelque chose par rapport à ça, ou sinon la théorie de la facilité, c'était juste un mec totalement taré qui a tué son ex comme ça. Je trouve que c'était une affaire assez triste, avec pas mal de rebondissements. J'espère que c'est une affaire qui vous a intéressé, vous me direz si vous la connaissiez ou pas. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la partager. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!